On ouvre la partie actu de l'After Mercato avec Salomon Kachala, toujours directeur sportif du FC Versailles, pour nous accompagner, nous donner son éclairage sur les dossiers forts du moment. On en a choisi 3. On va parler dans un instant des jeunes de l'OM, Vass et Bacola. On parlera également de Mike Maignan, mais d'abord, on va vous donner des informations concernant Hendrick. C'est peut-être un des plus beaux coups mercato de ces dernières années en Ligue 1, l'un des plus enthousiasmants en tout cas. L'attaquant du Real, Hendrick, a donc été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'Olympique Lyonnais. Un joli coup sur lequel Lyon et son directeur du football, Mathieu Louis-Jean, travaillent depuis des mois. Écoutez. On était en attente d'un numéro 9 depuis très longtemps. Ça a été un long chemin, que ce soit avec Hendrick, mais aussi avec ses représentants. Le lendemain du dernier jour de mercato, on s'est attelé à prendre les premiers contacts. Comme je l'ai dit, on s'était donné cette opportunité-là. Et on avait identifié un joueur en particulier qui pouvait être potentiellement libérable en janvier, avec le talent nécessaire pour pouvoir bien sûr être une plus-value à l'équipe. Et maintenant, je pense qu'avec l'arrivée d'Hendrick, on va avoir une pointure devant supplémentaire qui va être vraiment bénéfique à l'équipe. C'est un sacré coup quand même qu'a réalisé l'OL, Salomon. Est-ce que tu as été surpris, choqué, ébahi par ce coup-là ? Parce qu'on parle d'un joueur, on va le voir, qui a 19 ans, mais qui compte déjà 14 sélections en équipe du Brésil, 3 buts marqués, qui évolue au Real. Ouais, je pense que c'est surtout ce que je mettrais en avant, c'est l'anticipation. Et on parlait tout à l'heure des dates du mercato du national. En l'occurrence, Lyon finit le mercato d'été sans trouver son attaquant référent ou vedette. Il y a Satriano qui arrive à la fin. Et là, le club ne panique pas. On voit Corentin Tolisso même jouer des matchs en pointe. Et par contre, il y a un gros travail d'anticipation sur le mercato d'hiver qui est fait pour faire venir un joueur du calibre d'Hendrick. Donc non, ça montre aussi, je pense, un peu les coulisses de notre métier et le travail de longue haleine. Là, on le voit sur plusieurs mois pour amener un joueur de ce registre-là et de ce calibre-là à Lyon. Tu parlais de Tolisso qui a joué avant-centre. Voilà la liste des joueurs qui ont évolué au poste d'avant-centre cette saison avec l'OL, toutes compétitions confondues. Satriano a disputé 16 rencontres pour 3 buts marqués à ce poste-là. Zulk, 3 matchs pour 4 buts, super rendement. Tolisso donc a joué 2 matchs. Karabek et Moreira ont également dépanné à ce poste-là. Mais c'était un vrai besoin identifié depuis le départ de Lacazette. Oui, ça c'était un vrai besoin, mais il n'y a quand même pas eu de panique, que ce soit de la part du coach, de la part de la direction. Ils sont restés sur leur ligne directrice, et je pense aussi, ce qui permet aujourd'hui de faire de la place, parce que quand on fait venir un joueur comme Hendrick, je pense que le Real, que ce soit le Real ou le joueur, ils viennent pour jouer. Donc si Lyon avait, dans un moment de panique, pris un attaquant du calibre de Lacazette, je pense que l'arrivée d'Hendrick n'aurait pas été possible. Donc j'ai trouvé leur stratégie très intéressante et je félicite Mathieu Louis-Jean pour ce coup. Stratégie sportive, on va en parler, mais stratégie aussi marketing, Rémi. Comme tu le disais, Salomon, ça a aussi un enjeu nouveau maintenant, et c'est Michael Gerlinger, le directeur général de Lyon, qui évoque l'avenue sportive mais aussi extra-sportive de Hendrick à Lyon. C'est clair aussi qu'on l'a vu depuis, c'était dans la presse, que l'image d'Hendrick et le niveau d'Hendrick est tellement élevé qu'il va nous aider aussi sur ce plan d'image. Je pense que les vidéos de son arrivée, c'était une distribution de 20 millions de vues. C'est qui un record pour notre club. Donc c'est vrai que pour nous aussi, sportivement, pour l'image, j'espère aussi financièrement, j'espère que tout le monde va acheter des maillots d'Hendrick aussi, vous tous. Mais aussi, je veux dire, pour l'état d'esprit de ce club, ça aide aussi. C'est étonnant, mais c'est aussi transparent. À quel point c'est devenu important le marketing pour un club de foot ? Parce que tout à l'heure, tu parlais du problème des droits télé, mais à quel point maintenant ça a un impact sur les finances d'un club ? Tout est lié. On le voit, avoir des revenus de transfert, c'est pas évident. Déjà, certains marchés
deviennent de plus en plus difficiles et de moins en moins accessibles. Donc les clubs, pour vivre et pour aussi avoir une certaine forme de rentabilité, parce que c'est ce qu'on cherche tous, hein, ça reste quand même une entreprise, il faut d'autres leviers et le marketing est hyper important. Après, Lyon renoue aussi un peu avec une histoire. Et Lyon et les Brésiliens, il y a quand même une histoire d'amour entre... Il y a un passif. Voilà, donc non, je pense que c'est bien à ce moment-là d'amener, au-delà de la qualité sportive du joueur, d'amener cet aspect aussi d'image et de renouer un peu avec le lien que Lyon a avec le Brésil. Et je repense là au coup franc de Juninho que je regardais à la télé à l'époque. Ça peut s'apparenter d'ailleurs au coup aussi à l'époque réalisé sur Sonny Anderson quand ils le font venir du Barça, bien évidemment. Watchmaker nous dit sur le chat Twitch, j'ai hâte de le voir jouer, Hendrick, voir si on en fait pas trop sur lui. Alors justement, pour se demander quel est son niveau aujourd'hui, on a regardé ses statistiques ces 2 dernières saisons. Alors regardez en 2025-2026 sous les ordres de Xabi Alonso avec le Real, et c'est seulement 3 matchs, 1 titularisation, 99 minutes jouées, pas le moindre but marqué. La saison passée, par contre, c'était un vrai joker utilisé par Carlo Ancelotti. 37 matchs disputés lors de la saison 2024-2025, 8 titularisations, 7 buts marqués, un but toutes les 121 minutes. L'attaquant brésilien, lui, ne vient pas jouer les sauveurs pour l'OL. Écoutez-le. Graças a Deus, eu vou poder jogar esse próximo jogo. Ce que je veux, c'est aider l'équipe. Je suis là pour m'entraîner. Je n'ai pas encore parlé vraiment de ça avec Paulo Fonseca. En tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que je ne suis pas là pour changer l'équipe ou prendre la place de quelqu'un. Je viens me rajouter à cette équipe. C'est vraiment très important pour moi. Aujourd'hui, je m'entraîne, tout se passe bien. Et je vous le répète, je ne viens pas pour changer quoi que ce soit. Je ne veux pas être le point essentiel de cette équipe. Voilà, je suis là à la disposition de l'entraîneur. Está à disposição do Paulo. Il a vraiment cette bouille de bébé, presque, j'ai envie de dire. Hendrick, il a 19 ans, pourtant il est déjà marié, mais c'est vrai qu'on dirait un adolescent. Salomon, sur son profil technique, 1m73, 19 ans, on voit qu'il a quasiment pas joué sous les ordres de Xabi Alonso. D'ailleurs, on peut s'en étonner. À ton avis, c'est vraiment un profil qui peut s'incorporer au système de Paulo Fonseca? C'est vraiment un bon choix sportif? C'est un profil particulier, en effet. Mais je pense que Lyon n'a pas de joueurs de ce profil-là. Et il leur manque aussi, on voit, même si Alfonso Moreira, on a des joueurs aussi comme le Soult, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui amènent quelque chose depuis la blessure de Malik Fofana. Il y a quand même, il manque un peu pour moi cette créativité, ce talent, cette fougue sur l'attaque lyonnaise. Donc non, moi je pense que Hendrick a toutes les chances de pouvoir apporter beaucoup de bonnes choses à Lyon, beaucoup de buts et beaucoup de victoires. Et est-ce que quand on est directeur sportif de Versailles, on a des liens par exemple avec des joueurs de cette trempe ou le Real Madrid, sous-entendu avec la réserve, les joueurs qu'il peut y avoir? Est-ce que voilà, toi tu observes aussi par exemple la réserve du Real Madrid, comment ça fonctionne? Non, pas la réserve du Real Madrid, mais par exemple j'ai vu au mois de septembre, il y avait l'équipe de France U19 ou U20 qui jouait contre l'Espagne, pareil, des U19, et ça permet aussi, moi j'aime bien aussi aller voir, comme je le disais avant, ces matchs qui sont hors de notre calibre aujourd'hui, mais qui vont nous permettre dans le futur peut-être d'aller chercher un joueur et on aura déjà des références sur lui. Amiral Mafia nous dit sur le chat, à la place de Satriano, ça sera mieux quand on va récupérer Fofana et Nuama avec Hendrick devant Mama l'attaque. Ça va aller vite évidemment avec Fofana, Nuama et Hendrick. Là pour le coup il y aura de la soudaineté, il y aura de la créativité. Adrien nous demande, est-ce que Versailles utilise encore son partenariat avec Monaco? Pour les jeunes, c'est un partenariat qui est en lien avec l'association. Il y a beaucoup d'échanges, notamment nos éducateurs partent une fois par an à Monaco en immersion avec tout le centre de formation et a accès à tout le centre de performance. Donc non, c'est une vraie ressource pour nous. Elle n'est pas utilisée à proprement parler sur l'équipe première, même si on joue tous les ans aussi un match amical contre les U21 de Monaco. J'ai discuté avec eux pour un joueur que j'aurais même faire prêter. Il a pris un carton rouge le week-end dernier. Ah. Ouais. On va aller chercher ça, mais on va l'arriver. Voilà. Koulibaly, Koulibaly, exactement, qu'on nous voulait relancer après sa rupture des ligaments croisés. Donc non. Ça, tu avais parlé de Koulibaly, mais c'était l'été dernier, j'imagine, non? Oui, l'été dernier. Il y a un an même. L'été dernier, on avait discuté. Il y a également Yann Liénard, le troisième gardien, qu'on a essayé de se faire prêter cet été. Donc non, les échanges, moi, que ce soit avec la direction du groupe professionnel, est assez fluide, mais le gros du travail, il est fait entre le centre de formation de l'AS Monaco
mercato et notre association. Ouais, parce que Koulibaly, maintenant, il a joué en Ligue des Champions. Ouais. Malheureusement, je crois que pour Versailles, c'est hors fini. marché. Hors marché, ouais, c'est fini. Terminé, il faudra relancer un autre joueur de Monaco, mais il y en a tellement à Monaco aussi, il y a peut-être des Il y a coups à des jouer, Salomon. Autre dossier chaud du moment en Ligue 1, dossier du mercato, et un dossier qu'on n'attendait pas forcément, et il concerne les jeunes de l'OM, les deux pépites de l'OM, Robinho Vaz et Daryl Bakola. Il y en a un qui joue avant-centre, l'autre qui joue milieu de terrain plutôt offensif. Tous deux ont 18 ans. Ils ont réussi à intégrer la rotation de Roberto De Zerbi malgré un effectif qui est quand même plutôt dense. Sur le papier, ils devraient être plutôt concentrés sur leur performance à Marseille pour poursuivre leur lancée d'une première partie de saison encourageante. Mais en coulisses, Rémi, la situation est beaucoup, beaucoup moins claire. Elle est devenue même carrément incertaine ces derniers jours. Oui, parce que ce sont des infos RMC Sport d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site de rmcsport.fr. On rappelle juste que Daryl Bakola est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2027 et que Robinho Vaz l'est jusqu'en juin 2028. Il y a une prolongation de contrat de l'OM proposée à Vaz, une prolongation longue durée d'ailleurs qui lui a été proposée depuis octobre avec un salaire potentiellement multiplié par 6, donc très alléchant. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs clubs étrangers, allemands, anglais, on pense notamment à Aston Villa et Brentford qui ont montré de l'intérêt pour Robinho Vaz. Et puis pour Bakola, la prolongation a été proposée le 30 novembre dernier, le jour de son anniversaire de ses 18 ans. C'était quelques jours d'ailleurs après le match face à Newcastle où il était titulaire. Mais une prolongation de contrat restait sans réponse du côté de Bakola. On rappelle que Marseille pourrait potentiellement être intéressé par une vente de ces deux joueurs. On parle de 15 à 20 millions pour Bakola et de 25 à 30 millions pour Robinho Vaz. Quand on voit leur parcours, leur évolution, Salomon, quand on est directeur sportif d'un club et qu'on voit des jeunes qui sont convoités, qu'est-ce qui est le plus important de gérer dans ces dossiers-là ? Moi, je trouve que Marseille a bien anticipé, c'est-à-dire que c'est des joueurs à qui il reste encore pas mal d'années de contrat. Donc le dossier de la prolongation n'a pas forcément, il n'y a pas une nécessité forcément de le mettre sur la table maintenant. Le club envoie un signe fort à ces deux joueurs-là avec une prolongation, parce que il y a le fait d'être dans la rotation, et puis après, il peut y avoir aussi des fois le statut dans l'équipe qui peut être lié un peu au contrat. Donc, non, je trouve que l'OM a été dans un bon travail d'anticipation, et là, mettre les joueurs sur le marché parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, là par contre, je trouve ça dommage pour le football français, parce qu'aujourd'hui, on a quand même deux des plus grands clubs, Paris et Marseille, qui jouent avec des joueurs de leur centre de formation, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Alors, c'est pas officiel qu'ils sont sur le marché, c'est peut-être une opportunité, si jamais, sauf si tu as des infos qu'on n'a pas. Je vais pas mouiller. En tout cas, Amiral Mafia nous dit dans le chat, Vaz, il est trop gourmand niveau salaire. Marseille lui propose x6. C'est difficile aujourd'hui de gérer l'appétit des jeunes et de leur entourage ? Je pense que c'est ça, il y a un écosystème derrière le joueur. Eux sont là pour protéger les intérêts du joueur également, mais il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'il ne faut pas aussi griller les jeunes trop vite. D'ailleurs, je trouve que la gestion de De Zerbi avec ces deux jeunes-là, elle est plutôt intéressante. C'est-à-dire qu'ils ont démarré des matchs. Bakola a quand même démarré un match de Ligue des Champions. C'est aussi des signes forts. De temps en temps aussi, il rentre en cours de jeu. Donc, ouais, je trouve que après, c'est des infos qu'on a, on n'est pas à l'intérieur des dossiers, mais il faut trouver un juste milieu, et ça c'est aux entourages de bien conseiller leur poulain. Il en a parlé, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, fait même, le directeur sportif. Oui, directeur sportif, c'est Mehdi Benassia qui en a parlé après la victoire de Brest, c'était en novembre dernier, une victoire 3-0, il parlait de l'importance des jeunes issus du centre de formation l'OM, surtout par rapport aux années à venir. C'est devenu ma priorité, une priorité, et j'ai pas honte de le dire, parce que je pense que, comme je dis souvent, à l'allure où on va, avec les problèmes qu'on rencontre, les droits télé, etc., peut-être que demain, même l'OM ne pourra plus se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des gros transferts. Et dans ce cas-là, il faudra avoir des jeunes forts. Donc les jeunes, ils sont là, c'est eux, c'est pour ça que je leur dis tous les jours que c'est le futur du club, et nous on y croit, moi j'y crois dur comme fer. Et ça, c'est à eux aussi d'être convaincus, parce que sur le terrain, malheureusement, nous on s'arrête derrière, c'est à eux de faire les choses, et ce qui me plaît particulièrement chez les trois là, c'est qu'ils peuvent rater des choses, mais ils ne baissent jamais la tête, ils ont la bonne arrogance, comme on dit souvent, le coach il dit souvent la bonne arrogance quand ils rentrent sur le terrain, d'avoir envie d'aller chercher le monde, et tant qu'ils ont cette envie là, c'est bien pour nous, et ce sera pareil pour ceux qui vont suivre. Ça, quand tu vois ce que dit Benassia, est-ce que d'ailleurs c'est un exemple pour toi en termes de directeur sportif, et est-ce que tu comprends, on va dire, cette nouvelle position ?
Ouais, je trouve que c'est un signe fort qu'il envoie. Et là, en plus, devant la presse, et c'est pas anodin, en compagnie et en présence des intéressés. Donc, c'est ce que je disais avant. Quand je vois, moi, j'étais au parc, quand on voit Ndjantou sur le terrain, Mayoulou, Zahir Emery, et quand on voit à Marseille, Vaz, Bakola, et je pense qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver. Non, c'est un vrai positionnement que Mehdi Benassia prend. Et oui, c'est un vrai exemple pour moi de pouvoir justement faire émerger nos talents qu'on a à l'intérieur de nos formations, parce que c'est un vrai investissement pour les clubs aussi. C'est le meilleur aujourd'hui, directeur sportif en Ligue 1 ? Le meilleur, je sais pas, plus que directeur sportif, moi ce dont j'essaye de m'inspirer, c'est plus les stratégies. Et je trouve la nouvelle stratégie de l'Olympique de Marseille intéressante, je trouve la nouvelle stratégie du PSG intéressante, je trouve la stratégie du RC Lens qui est toujours premier ou deuxième, toujours premier, également intéressante. Quand tu vas chercher un joueur comme Thauvin, mais que tu le mets avec un jeune comme Gagnou, justement, tout ce mélange et cette harmonie qu'ils arrivent à créer, je trouve ça très très fort. Il n'y a pas trop d'instabilité quand même à l'OM quand on voit les transferts. Chaque fenêtre estivale, il y a quasiment les 2/3 de l'effectif qui est changé. C'est un club où je pense qu'on n'a pas le temps. C'est ce que Mehdi Benassia disait d'ailleurs. Ouais, je pense vraiment qu'ils n'ont pas le temps, donc il y a un besoin de performance immédiate, et d'autant plus, je trouve ça d'autant plus courageux de lancer des jeunes quand il y a une obligation de résultat due notamment à la pression populaire et à la ferveur qui est autour du club. On parlait des joueurs formés à l'OM, il n'y en a pas eu tant que ça finalement, Rémi, des joueurs formés à l'OM et qui ont évolué en équipe première et qui ont même passé quelques saisons comme titulaire dans les rangs de... Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs formés à l'OM qui sont partis libres, et pas des moindres. Quand on voit l'infographie, on regarde, il y a Mathieu Flamini, évidemment, qui était parti libre et qui a signé... billionnaire maintenant, hein. Oui, vous savez qu'il il y a une société qui pèse des milliards. Mais Mathieu Flamini n'a pas signé son premier contrat pro à l'Olympique de Marseille, il est parti à Arsenal, et c'est là-bas qu'il signera son contrat pro avant ensuite d'aller à l'AC Milan. Il y a aussi Boubacar Kamara, qui est l'exemple le plus récent, puisqu'il était formé à l'OM et il est parti libre à Aston Villa. On a aussi vu André Ayou, qui était parti à l'époque à Swansea. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi Mehdi Benassia qui est formé à l'OM et qui partira libre à Clermont. Alors après, c'était quand même un autre contexte parce qu'il jouait pas beaucoup, il enchaînait les prêts avec Marseille et finira par partir libre justement à Clermont. Tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une pression aussi au niveau même de Versailles, au niveau des jeunes? Parce que tu le disais tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir garder vos jeunes de l'académie. Vous êtes beaucoup courtisés même à ce niveau-là? Oui, surtout, alors nous on a de la chance en national, c'est que nos joueurs sont protégés par des contrats. Des ANS, c'est ça? Alors non, en national ils ont des contrats fédéraux. D'accord. Mais par contre, là où c'est la plus grosse problématique, elle se trouve sur mes joueurs qui évoluent en national 3, en U18, en U17 nationaux et en préformation, c'est que là il n'y a aucun contrat. Donc dès qu'un club veut venir, si le joueur est séduit par le projet sportif, il est libre de s'en aller. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la situation de Daryl Bakola et de Robinho Vaz. On en reparlera évidemment et toutes les dernières infos sont sur rmcsport.fr dans la rubrique Mercato. Troisième dossier chaud du moment, il concerne le gardien de l'équipe de France. C'est un dossier important évidemment. On est à 6 mois de la Coupe du Monde aux États-Unis. Mike Maignan est en négociation avancée pour prolonger son contrat au Milan jusqu'en 2031. Selon les informations RMC Sport, l'opération est en bonne voie. Il n'y a pas encore d'accord définitif entre le gardien des Bleus et les Rossoneri. Les négociations se poursuivent avec une issue positive espérée. Maignan, on le rappelle, est capitaine du Milan. C'est un élément incontournable. Il est en fin de contrat en juin prochain. On lui propose d'ailleurs le plus gros salaire du club à égalité avec Raphaël Leao. On comprend mieux pourquoi le Milan, Rémi, veut le prolonger, parce qu'il a retrouvé des couleurs. Oui, à 30 ans, il est dans ses meilleures saisons quasiment parce qu'il a réalisé 8 clean sheets avec l'AC Milan. Il est deuxième de ce point de vue-là en Serie A. Il a évité 4 buts. Il est sixième de ce point de vue-là. 76% d'arrêt, cinquième dans ce secteur de jeu-là et surtout 2 pénaltys arrêtés. C'est sa spécialité puisqu'il est premier au niveau des gardiens qui arrêtent des pénaltys en Serie A cette saison. Et Magic Mike, il a retrouvé son niveau parce qu'on a regardé ses 5 saisons sous le maillot du Milan. Déjà 5 saisons, mine de rien, c'est pas rien. Il a retrouvé tout simplement le niveau de la saison 2021-2022 quand le Milan avait été sacré champion d'Italie. À l'époque, il tournait à 80% d'arrêt. Il avait réalisé 17 clean sheets. Il avait évité quasiment 4 buts à son équipe. Il y a quand même eu des saisons un peu moins bonnes. Mais quand on est capitaine du Milan, quand on est en fin de contrat à la fin de la saison, c'est évidemment le dossier prioritaire quand on est directeur sportif. Salomon Kachala, Mike Maignan, quand on est, si tu étais à la place par exemple d'Iglitare qui est le DS du Milan. 100%, oui. Parce que le mercato des gardiens, pour moi, je vais pas m'en cacher, j'ai horreur
d'être sur ce mercato-là. Pour moi, c'est le poste le plus dur. Et pourtant, je vais vous faire une confidence. Alors, j'étais pas un grand gardien, mais j'étais gardien de but. Mais recruter un gardien, je pense que quand tu en as un bon, et là, j'ai trouvé ça intéressant que vous sortiez les stats, et qui en plus, on peut voir qu'il revient sur une forme de ses premières et belles années. C'est un dossier qui est ultra prioritaire pour moi. On peut le voir au PSG cette année. On s'est beaucoup plaint de Donnarumma. Et Chevalier, qui est pour moi l'avenir à ce poste en France, est en grande difficulté. Donc, à la place du Milan, ouais, je foncerai pour obtenir cette prolongation. Et pourquoi c'est compliqué alors la gestion d'un gardien de but ? Parce que déjà, il n'y en a qu'un qui joue. Et en plus, aujourd'hui, avec je ne vais pas dire les nouveaux coachs, mais les nouvelles méthodologies de travail, on peut voir que dans les ressorties de balles aussi, il a un rôle prépondérant. C'est d'ailleurs ce qui a coûté la place à Donnarumma au PSG. Et donc, quand un coach, un club, il y a pareil, toujours cet alignement entre la performance, ce qu'apporte le gardien au projet de jeu, et là, dans le cas de Maignan, qui devient pour moi un emblème du Milan avec le Capitana. Ouais, c'est un marché compliqué parce que faut pas se tromper. Quand tu te trompes de gardien, ça peut avoir des conséquences terribles. Et Mike Maignan, s'il prolonge, donc c'est aussi grâce à son entente avec l'entraîneur des gardiens, Claudio Filippi, il l'a dit, ça a tout changé dans la façon de travailler au quotidien, il arrive à le gérer, il arrive à gérer son caractère. S'il prolonge son contrat, Maignan pourrait devenir l'un des gardiens les plus capés de l'histoire aussi du Milan, Rémi. Oui, parce qu'il est dans le top 8 au niveau des gardiens ayant disputé le plus de matchs avec l'AC Milan. Il en est à 183. Évidemment, le premier, c'est Christian Abbiati avec 380 matchs. On rappelle qu'il a 30 ans, donc la prolongation irait jusqu'en 2031. À base de, on va dire, une cinquantaine de matchs par saison, il pourrait évidemment tout de suite intégrer, en tout cas rapidement intégrer le top 5 et dépasser Gianluigi Donnarumma justement, qui lui est le 6e joueur du coup, 5e pardon, avec 251 matchs. On se dit que s'il prolonge, évidemment la saison prochaine ce sera réglé et il passera dans le top 5 des gardiens les plus ayant disputé le plus de matchs avec l'AC Milan. Un dossier aussi chaud que Mike Maignan, Salomon Kachala, c'est un truc qu'on peut te souhaiter un jour à gérer ? Ouais, vous pouvez me le souhaiter. Vous pouvez me le souhaiter, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le marché des gardiens, il est compliqué. On peut voir que même sur un mercato d'été, tant que ça bouge pas en haut, même nous en bas on est impacté. Je peux vous donner un exemple. Au Milan AC, on a essayé de se faire prêter Noah Raver, qui a finalement signé à Pau. Et c'est vrai que les discussions, Mike Maignan, c'est-à-dire que même pour nous, un club de national, la situation de Mike Maignan impactait le potentiel prêt ou le potentiel départ de Noah. Oui, parce qu'il évolue à ce poste-là aussi. Exactement, oui. Gardien de but. Il a 16 ans. Non, il a 19 ans maintenant, gardien formé à Saint-Etienne, qui est ensuite parti au Milan AC. Il jouait avec la Primavera, régulièrement à l'entraînement avec les pros. Et pour moi, c'est toujours l'un des grands espoirs à ce poste. Et il le montre au Pau FC en Ligue 2. On parle des ambitions des joueurs, des ambitions des entraîneurs, mais on voit qu'il y a aussi un marché maintenant des directeurs sportifs, Salomon. C'est quelque chose que tu constates aussi. D'ailleurs, on voit que dans beaucoup de clubs, Chelsea, Manchester United, c'est plus le coach qui a le dernier mot sur le mercato, c'est le directeur sportif, c'est le directeur du recrutement. Ce sont ces gens-là maintenant qui ont la main mise. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on avait un peu cette notion, non pas de coach, mais de manager. Et aujourd'hui, il y a plus que même de directeurs sportifs, parce qu'on a des nouveaux métiers, un coordinateur sportif, directeur sportif du groupe Pro 2, il y a plusieurs nouveaux métiers. Directeur sportif adjoint, exactement. Donc non, il y a un vrai marché, mais je pense que les clubs cherchent à s'organiser et toujours à protéger le projet sportif au global. Le coach, lui, il est là pour assurer la performance et le développement des joueurs, mais il faut aussi une organisation qui protège le projet du club. Tu penses que c'est mieux que ce soit le DS qui ait le dernier mot plutôt que le manager, du coup ? Je pense que c'est mieux qu'il y ait un garant du projet club, mais je sens justement cet alignement entre le coach et direction sportive. Pour moi, le projet sportif ne peut pas fonctionner.